Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Et nous, on prône bien entendu une tolérance zéro vis-à-vis des comportements de harcèlement. C'est exactement l'inverse. C'est ça, on nous dit, mais ça, on leur dit, ça ne coûte pas un centime. Commencez à pointer du doigt et à les comportements maltraitants en disant aucune tolérance de ces comportements. C'est exactement l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire qu'on consolide la hiérarchie en permanence parce qu'on est dans un système autoritaire, vertical, sans feedback et qu'on veut imposer la loi du management hospitalier actuel, et avec toutes les dérives que ça donne. L'explication, pour nous très clairement, si on veut réformer le système hospitalier, il faut toucher aux lois de santé qui donnent trop de pouvoir à l'administration. C'est Bachelot, c'est la loi Bachelot, 2009, ouais. La loi dite HPST, qui a été confirmée d'ailleurs par les lois de santé qui ont suivi de Marisol Touraine et qui n'ont absolument pas remis en cause cette prééminence du pouvoir administratif. Le système mandarinien, d'abord, c'est quelque chose moi, que j'ai à peine connu, même quand j'étais interne, parce que on était, je dirais, au bout de cette logique. Et ça s'est passé en 3 étapes. En 2003, il y a eu la T2A. La T2A, c'est quoi? C'est le principe, c'est terrifiant, parce que on dit, voilà, l'hôpital va être remboursé au prorata de son activité. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut faire beaucoup d'actes. Donc, peu importe la qualité des actes, peu importe leur nécessité, parce que l'hôpital va être remboursé au prorata de cette activité. Alors, c'est très pervers. Pourquoi? Parce que avec l'augmentation des coûts de santé, quand vous félicitez un directeur d'hôpital parce qu'il a mis son hôpital dans le vert et qu'il a fait rentrer beaucoup d'argent, en fait, vis-à-vis de la société, il a coûté beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une surconsommation médicale d'actes inutiles. C'est pas moi qui le dis, hein. Marisol Touraine l'avait dit avant, mais surtout Agnès Buzyn le dit. Elle dit il y a au moins peut-être 30% d'actes et qui sont inutiles, voire dangereux pour les patients. Et au fait qu'on a changé de paradigme, on dit ben voilà, maintenant, au lieu d'avoir une enveloppe globale, moi, pour que le directeur d'hôpital, il dit moi, je suis promu en fonction du fait que je manage bien. Donc, je vais faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de projet médical. L'objectif est de gagner le plus possible d'argent. Donc, on va se débarrasser des pathologies qui coûtent trop cher ou qui ne sont pas rentables pour l'hôpital en fonction des remboursements liés à la T2A. Et puis, on va mettre l'accent sur les actes qui rapportent beaucoup et on va en demander aux équipes médicales d'aller dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est une course à l'abîme parce qu'on en revient à mettre en cause son éthique médicale. C'est-à-dire qu'on fait des actes, et on est récompensé si on fait beaucoup d'actes. On n'est pas récompensé si on a bien pris en charge les patients parce que ça, c'est le cadet de leurs soucis. La qualité, alors bien entendu, devant les caméras, ils vont dire bien entendu, le patient est au cœur de nos préoccupations, mais quand le directeur se sent obligé de dire ça, c'est que c'est le cadet de ses soucis. On passe de la qualité à la quantité, donc là on a une vision financière qui est, il faut beaucoup d'actes. Mais on dit, mais ces actes, est-ce qu'on peut rechercher éventuellement là-dedans ceux qui sont susceptibles d'assurer une prise en charge de qualité des patients ou pas? Non, ce n'est pas leur préoccupation. Et d'ailleurs, à l'hôpital, quand vous travaillez très bien vis-à-vis des patients, vous avez une démarche de qualité, c'est absolument pas récompensé. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des actes. Des actes, même mal faits, même des mauvais comptes rendus. Moi, je suis radiologue, des mauvais comptes rendus, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est faire vite et bouffer de l'acte. C'est ça. Donc ça, c'est 2003. Donc il y en a toujours dans cette logique qui va être remise en cause, hein, bien entendu, parce que maintenant, on est au bout de cette logique, puisque Olivier Véran, qui a
qui était l'un de ceux dont on parlait comme ministre de la Santé avant que ce soit Buzyn qui prenne le poste. C'est un neurologue qui travaille à Grenoble et qui est maintenant, je crois, secrétaire général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, disait lui-même. On est persuadé maintenant qu'il y a, lié à cette tarification à l'activité, des dérives, y compris dans la qualité de la prise en charge des patients, puisque ce n'est plus la préoccupation. Donc ça, c'est 2003. Ensuite, il y a eu la révision générale des politiques publiques, les RGPP, qui, pour toutes les fonctions régaliennes de l'État, y compris la santé, place comme responsable de ces entités, en particulier des établissements hospitaliers publics, des financiers. Donc là, aux alentours de 2007. Donc, et c'est le cas au jour d'aujourd'hui, la plupart des directeurs d'hôpitaux sont avant tout des gestionnaires financiers de l'hôpital. Mais ça ne suffisait pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je dirais entre les années 80 et les années 2010, on était à la fin du mandarinat et on n'était pas dans un pouvoir absolu des directions hospitalières. Ça ne leur convenait pas. Donc, on est les responsables financiers de l'hôpital, mais on n'a pas les outils pour. Et donc là, ils font du lobbying en 2000, auprès de Roselyne Bachelot. Et en 2009, on promulgue la loi HPST qui dit plusieurs choses. Un, c'est d'ailleurs même Sarkozy qui l'avait répété, l'hôpital public, il y a un PDG. Le PDG, c'est le directeur général d'établissement. C'est comme une entreprise, en fait. C'est une entreprise comme une autre. Voilà, ça peut se discuter. Là, on ne vend pas des fioles, on ne vend pas des... Voilà. On a affaire à des patients qui sont souvent atteints de maladies graves, etc. Et à ce moment-là, on donne les outils aux directeurs d'hôpitaux pour être les maîtres absolus de l'hôpital public. Donc il n'y a plus de contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs ont été mis de côté et on donne des pouvoirs absolus. Donc c'est ça qui est l'un des éléments majeurs responsables de la situation tragique des hôpitaux en termes de risques psychosociaux et, pour ne pas les nommer, de maltraitance et de harcèlement moral comme sexuel. Donc il y a, et pour nous, toute réforme de l'hôpital public qui veut non pas être une petite réformette, mais agir sur la racine du mal, se doit de retoucher les lois de santé qui donnent des pouvoirs exorbitants à l'administration et qui ne permet plus au personnel de soins d'être écouté. Donc c'est ça, en fait, à notre avis, le nœud du problème. Et donc nous, on prône une action préventive pour que les situations qui créent les drames humains que sont les maltraitances et le harcèlement s'arrêtent. Donc on n'est plus sur il faut défendre uniquement les harcelés et dénoncer ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, on va être... on est déjà dans l'action, on est sur le terrain et on ramasse des blessés et des morts. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut à un moment donné supprimer les causes du problème. La cause du problème, c'est cet déséquilibre en termes de rapport de pouvoir entre l'administration, qui est toute puissante actuellement, et les personnels de soins qui sont sur la touche, qui ne sont pas écoutés, qui sont humiliés, qui ne sont pas respectés, tant individuellement que collectivement. C'est ça le problème. Et donc, on prône absolument une réforme profonde qui touche aux lois de santé. D'ailleurs, dans notre association, il y a un groupe de travail avec des avocats, avec des juristes, avec des magistrats qui décompose complètement la loi HPST et qui, article par article, dit voilà, ça c'est pas bien, il faut la modifier. Le jour où les politiques voudront travailler avec nous sur la réforme du cadre législatif, nous on aura préparé un petit peu le terrain. Ouais, il faut qu'il y ait cette volonté politique. Pour le moment, on n'y est pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un grand nombre de groupes de travail qui sont constitués dans un grand désordre, dans une opacité totale, sans méthodologie et sans connaissance des personnes qui vont faire la synthèse et faire éventuellement des propositions, je suppose, soit à la fin de l'été, soit en septembre ou en octobre. Et donc nous, ça nous inquiète parce que, à titre d'exemple, le président de la CME centrale des hôpitaux de Paris, Noël Garbédon, n'a jamais été consulté alors que c'est la plus grande structure européenne hospitalo-universitaire. Donc on se dit, mais alors voilà, donc c'est en général les différents syndicats de managers d'établissements hospitaliers qui sont à la manœuvre pour organiser un petit peu ce qui pourrait être la réforme. Parce que, bien entendu, nous, quand on a
avant de sortir le livre, dénoncer ce qui se passait à l'hôpital public, on a été dans le déni. Puis maintenant, même les plus durs d'entre eux reconnaissent qu'il faut une réforme profonde de l'hôpital public. Donc maintenant, il y a réforme et réforme. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu? Est-ce qu'on va toucher à ce déséquilibre des pouvoirs au sein de l'hôpital public? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Comme à l'époque de France Télécom. France Télécom, on a été dans une première période devant une cascade de suicides. On était dans le déni. On dit voilà, c'est des personnes qui ont des problèmes personnels. Moi, je me rappelle avoir eu un échange avec sur le plateau, je crois, de LCI avec Roselyne Bachelot qui me dit mais vous savez, les suicides, il y en a partout. Qu'est-ce qui prouve que? J'ai dit oui, mais Madame Bachelot, quand les personnels qui ont mis fin à leur jour laissent des lettres et des témoignages des raisons pour lesquelles ils se suicident, ça vous ne pouvez pas le nier. Donc, ce n'est pas uniquement des conflits entre médecins, parce qu'elle nous disait oui, mais les médecins, c'est violent, etc. C'est vrai que ça peut être violent, mais les agents hospitaliers se suicident, les cadres infirmiers se suicident, même si les causes d'un suicide sont toujours extrêmement complexes, sont multiformes souvent, mais il y a des raisons principales. Et quand on se suicide sur son lieu de travail, mon Dieu, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, il y a au moins pour partie des causes professionnelles. Lorsque la loi HPST a été promulguée en 2009, beaucoup de mes collègues m'ont dit c'est une loi scélérate et on va en voir les conséquences dans les années qui viennent. En termes de conflits, de comportements maltraitants et de harcèlement, on voit bien qu'on est en plein dedans. Donc c'est pas la cause unique, mais c'est la cause principale. Donc ce déséquilibre, et on est en plein dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? On est devant un système hospitalier public qui est en train de péricliter. Il y a une perte de sens pour tous les personnels qui n'en peuvent plus, qui s'en vont. C'est souvent les meilleurs qui s'en vont. On met un terme à sa collaboration. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on met dans ce terme. Parce que souvent, on se dit, ces personnels-là, ils sont théoriquement à vie. Donc, si je veux me débarrasser d'eux, je vais utiliser des manières violentes. Souvent, mais pas toujours, dans le système libéral, on ne reconduit pas un contrat. À l'hôpital public, quand on veut dégommer quelqu'un, on utilise des moyens illicites. Et ça s'appelle le harcèlement moral, ça s'appelle la maltraitance. Et donc, on veut faire partir les gens, donc les gens partent en grande quantité, on veut les mettre au fond du trou, ils sont mis au placard, il y a un certain nombre de personnels de soins qui sont au placard depuis 5 à 10 ans, hein, quel gâchis en termes, avec les conséquences qu'on peut imaginer au moment où on manque tellement de médecins dans tout le territoire national. C'est au détriment des patients. Au détriment des patients. Parfois ils se suicident, et donc on est dans cette logique effroyable de voir un grand nombre de personnels de soins soit partir, soit être au fond du trou, soit se suicider, soit, je dirais, exercer à l'hôpital avec une perte de sens. Ils n'y croient plus, ils font le travail, mais il n'y a pas d'adhésion à ce projet-là. Mes collègues avec qui je travaille depuis 30 ans me disent « Mais Philippe, quelle chance tu as de partir à la retraite. Nous, on en a encore pour 5, 6 ans, 10 ans, mais on n'en veut plus. » Il faut savoir la violence qu'il y a dans le comportement maltraitant et le harcèlement. On ne vous salue plus, on ne vous dit plus bonjour, on ne répond plus à vos courriers, à vos sollicitations. Vous êtes un homme mort, en fait, mort entre guillemets. Vous n'existez plus. On va vous donner des injonctions paradoxales. On va vous donner des objectifs à atteindre qui sont inatteignables. Et bien entendu, ensuite, on va vous le reprocher. On va limiter vos accès à la consultation. On va limiter vos accès au bloc opératoire si vous êtes chirurgien. Et ensuite, on va vous dire, dis donc, vous avez une activité extrêmement faible. Vous voyez, alors qu'on vous a mis dans cette situation-là. Et comment voulez-vous, à un moment donné, ne pas céder? Parce que beaucoup de collègues, y compris et surtout des médecins, disent « Mais moi, je suis fort, je suis résistant, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer. » À un moment donné, vous êtes obligé de céder. C'est bien ce qui s'est passé avec Jean-Louis Ménien et tellement d'autres, hein, puisque l'association porte le nom de ce collègue qui s'est suicidé le 17 décembre 2015. C'est une date fondatrice, parce que je pense que c'est un électrochoc également pour l'opinion. Parce que on s'est dit à ce moment-là, mais comment un professeur de cardiologie respecté, de ses collègues respectés et admirés de ses patients, en vient à mettre fin à ses jours pour des raisons professionnelles et en particulier de maltraitance. Donc déjà, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce ne sont pas les plus faibles, ce sont les meilleurs. Parce qu'eux disent, moi,
je n'accepte pas que vous me donniez aussi peu de moyens, je mets en danger éventuellement la qualité de la prise en charge de mes patients, et ça c'est très grave. Donc ils sont ce qu'on appelle en conflit éthique, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il faudrait faire pour bien prendre en charge le patient, et on ne leur donne pas les moyens. Donc à ce moment-là, ils sont en détresse, ils sont en détresse morale, et d'autant plus qu'à ce moment-là, on va insister pour les mettre encore plus au fond du trou. Donc il y a ces collègues-là, ils sont d'une façon générale assez volontiers dans le collimateur des personnes qui veulent les harceler, parce qu'ils se disent, j'ai un point d'accroche, c'est la sensibilité qu'ils accordent à la qualité de leur prise en charge, et souvent ce sont des très grands professionnels. Donc vous voyez, mais je dirais d'une façon générale que dans le système actuel, personne ne peut se considérer comme à l'abri de phénomènes de maltraitance et de harcèlement. Si on veut vraiment vous mettre en difficulté, on y arrivera, même si vous n'avez rien à vous reprocher. C'est ça qui est terrible. Parce que tellement de personnel de soins se trouvent dans des situations épouvantables et disent, mais mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est-à-dire, ils en sont même à se dire, mais ils se mettent en cause eux-mêmes parfois, et ça fait partie des phénomènes de harcèlement. Toute personne harcelée, qui est véritablement harcelée, à un moment donné, en revient à se mettre en cause sur sa valeur personnelle, et en revient éventuellement à se dire, peut-être qu'il faut que je mette fin à mes jours. Même si, et heureusement, beaucoup n'ont pas été jusqu'à franchir, mais ils y ont tous pensé. Et ça, c'est un phénomène commun que l'on retrouve sur des centaines de dossiers qu'on a gérés. À un moment donné, quand on discute avec un personnel de soins, un collègue, il m'a dit, ils nous disent tous, à un moment donné, j'ai pensé à mettre fin à mes jours, et je ne l'ai pas fait parce que mon épouse était là, parce que j'ai mes enfants, parce que... Voilà, mais c'est quelque chose terrible. Et plusieurs années après, hein, quand on discute avec des collègues qui s'en sont sortis, ils ne peuvent pas ne pas pleurer quand ils évoquent cette situation-là. L'affaire Jean-Louis Ménien est comme un défi. C'était une sorte de, je dirais, de révélateur. Je pense qu'après ce qui s'est passé, à l'occasion, il y a un avant et un après. Ça a été, à un moment donné, la parole s'est libérée, parce que beaucoup de collègues qui se sont retrouvés dans les manifestes de l'association Jean-Louis Ménien, qui se sont retrouvés dans l'histoire de Jean-Louis Ménien, se disent, mais il faut que ça s'arrête. Moi, je parle. Et un certain nombre de personnes qui étaient au fond du trou se sont manifestées auprès de l'association Jean-Louis Ménien. Donc il y a eu cette réunion fondatrice quelques mois après le suicide de Jean-Louis Ménien, le 6 ou le 7 mars 2016, où on s'est retrouvés dans un hôtel parisien avec une trentaine de collègues qui nous ont tous raconté leurs histoires, qui ressemblaient étrangement à ce qu'avait subi Jean-Louis Ménien, et qui nous ont fait dire à ce moment-là, il faut que non seulement on défende la mémoire de Jean-Louis Ménien, mais qu'on défende également la mémoire de toutes ces personnes qui sont en difficulté, qui se sont suicidées, ou celles qui sont au fond du trou et qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc il faut porter ce problème sur la place publique, sortir de l'omerta, sortir du silence, et surtout, au-delà de la dénonciation, de proposer des mesures pour que la situation change et que l'hôpital public devienne ce qui n'aurait jamais dû être, c'est-à-dire un lieu d'écoute, d'échange, de respect, à la fois des personnels et des patients. Parce que là-dedans, lorsqu'on défend les personnels maltraités, on défend aussi les patients, parce qu'il y a un lien indéfectible entre l'un et l'autre. Comment pouvez-vous imaginer qu'un personnel de soins qui a, je dirais, le revolver sur la tempe puisse bien prendre en charge les patients? Mais on a plein d'études, lorsqu'on fait l'étude de la littérature, on voit bien que dans un centre hospitalier, il y a beaucoup de maltraitance. On parle à ce moment-là de maltraitance institutionnelle. Ça se traduit directement par une augmentation de la morbidité et de la mortalité à pathologie égale. Donc ça, c'est la première chose. Donc ces personnels qui sont en difficulté pour raison de harcèlement ne peuvent pas bien prendre en charge, pas de façon optimale, parce qu'à un moment donné, ils vont faire des erreurs de soins, des erreurs de médication, qui n'arriveraient pas s'ils étaient en pleine possession de leurs moyens. Et puis aussi, les patients sont mis en danger. Ça, dans le livre, on en apporte un certain nombre d'éléments, parce que vous avez des personnels qui ont, je dirais, une spécialisation très pointue. Et quand vous avez à Grenoble 2 pédiatres spécialisés de diabète qui sont au fond du trou, qu'on n'a pas écouté, qui s'arrêtent. Quand vous avez à Nantes, au CHU de Nantes,
des pédiatres qui sont chargés de prendre en charge les comorbidités de l'enfant, les crises d'épilepsie, et qu'ils sont très très mal, il n'y a plus personne. Quand vous êtes pour s'occuper d'eux, quand vous êtes à Limoges, que vous avez été transplanté cardiaque, que les 2 personnes qui sont censées prendre en charge de façon extrêmement pointue sont au fond du trou, eh bien les patients ne savent plus à qui s'adresser. Ils écrivent au ministère, ils écrivent à l'ARS en disant mais on n'a plus de personnel susceptible de nous prendre en charge, on est très inquiets. Et ça, c'est très grave parce que ça touche à des prises en charge d'enfants, ça touche à des prises en charge de patients qui ont été transplantés, qui nécessitent un suivi extrêmement pointu à cause du risque de cancer et du risque de pathologies infectieuses opportunistes. Et là, c'est le désert. Donc, je pense que si on continue dans cette logique, je dirais les défauts de prise en charge vont s'aggraver de façon extrême. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, il y a eu un sondage Odoxa très récent, généré par Le Figaro et France Info, qui dit bien que par rapport à il y a 3 ans, c'est pas loin, il y a 3 ans, les patients qui ont été pris en charge à l'hôpital public sont un quart à dire « j'ai été mal pris en charge », alors qu'il y a 3 ans, c'était 9%. Donc vous voyez qu'on a également un début de prise de conscience de patients qui se disent l'hôpital public, c'est plus comme avant. Et si on continue comme ça, toute la population le saura. Et à terme, ça met en jeu la survie de l'hôpital public. Et d'ailleurs, un certain nombre de mes collègues, je ne sais pas s'ils ont raison, ils disent que cette mise en difficulté du système hospitalier public est voulue pour qu'à un moment donné, il soit tellement détérioré qu'il n'y ait plus d'autre solution que de le supprimer. Donc si on veut effectivement continuer dans cette logique, à terme, on peut mettre en jeu le système hospitalier public tout en se drapant de volonté de le défendre coûte que coûte, mais dans les faits, on fait exactement le contraire. Ce système managérial, d'abord, il est mis en place parce qu'on a mis des financiers, que les financiers, ils n'ont pas forcément de préoccupation de qualité de prise en charge, et parce que le système leur donne en main tous les pouvoirs. Donc, quelque part, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de débordement et de franchissement de lignes rouges? Alors, heureusement, il y a des directeurs d'hôpitaux et des collègues et des personnels d'encadrement qui se comportent bien, mais il y a tellement de problèmes sur tout le territoire national, que ce soit à la PHP, dans les centres hospitaliers généraux, dans les grands CHU de France, que le problème, il est national, il faut le traiter de façon nationale, il faut le traiter de façon politique. Quand on a commencé à travailler sur cette thématique-là, au sein de l'association nationale Jean-Louis Ménet, on s'est dit, tiens, on n'a pas de nouvelles de ce centre hospitalier, c'est probablement que ça se passe bien. Mais on se trompait parce que la plupart du temps, si vous voulez, les personnels ont du mal à veulent pas forcément faire remonter les informations vers nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de représailles. Ils se disent que non, il n'y a pas de solidarité parce que c'est ce qui démontre qu'on est dans un système totalitaire. Parce qu'il y a 3 façons de réagir et pas 2 quand on est dans un système totalitaire. La première, c'est de collaborer. Donc malheureusement, il y a un certain nombre d'entre nous, personnels de soins, qui franchissent malheureusement ce pas. Il y a des résistants, il y en a, on n'est pas si faible que ça. Et puis, le marais, c'est des personnes qui savent qui est au pouvoir et qui se protègent. Donc, quand vous avez un collègue qui est maltraité, celui qui se protège dit écoute, oui, c'est pas normal ce qu'on te fait subir. Et quand ce collègue maltraité dit est-ce que tu me fais un courrier pour me défendre? Non. Pourquoi? Parce que peur de représailles, je me protège, j'ai mon cadre de travail, je ne veux pas qu'il soit détérioré, et manque de solidarité. Et ça, c'est malheureusement un phénomène extrêmement fréquent qui fait que par rapport, nous, aux 500 dossiers de signalement de maltraitance que l'on a, qui sont des dossiers souvent conséquents, avec beaucoup de procédures judiciaires derrière, mais on sait que c'est l'arbre qui cache la forêt, que ça se compte par milliers. Le harcèlement moral, c'est un délit, il a été introduit par une grande psychiatre en arrivée France, Irigoyen, dans les années 98, avec un livre qui a eu un succès, je dirais, planétaire, et la loi sur le harcèlement moral remonte à 2002. Donc elle est relativement récente dans le corpus de la justice, et donc beaucoup de magistrats ne sont pas à l'aise avec cette loi, parce que quand vous êtes personnel de soins, vous n'avez pas cette culture de je garde les moindres mails, etc. Et à un moment donné,
ben, il faut que vous puissiez démontrer. Alors c'est parfois difficile parce qu'il y a beaucoup de traces qui ont été effacées, voilà. Soit de comportements inadmissibles mais qui sont purement oraux. Et puis il y a une grande inquiétude des parquets qui sont de dire bah, attention, on reçoit des consignes du politique, de dire attention, ne concluez pas trop de procédures de harcèlement en faveur des harcelés, parce que ça risque de mettre en difficulté le système hospitalier. Vous voyez, donc il y a aussi un manque d'habitude par rapport à cette loi, y compris de la part des magistrats, et d'autre part des consignes du parquet qui sont il ne faut pas multiplier ces affaires de harcèlement moral parce que ça risque de pénaliser l'hôpital public, qui est une profonde erreur à un moment donné. Donc on est dans cette situation-là. Alors heureusement, il y a une jurisprudence, ça évolue. Il y a beaucoup de procédures administratives, de procédures pénales qui se traduisent par des condamnations définitives. Mais les procédures judiciaires, c'est 5 à 10 ans. Donc, une première instance, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Regardez le suicide de Jean-Louis Ménien, l'information judiciaire est toujours en cours, alors qu'il s'est suicidé il y a 2 ans et demi. Si vous faites appel, on rajoute 1 ou 2 ans, et si ça va, soit au Conseil d'État quand c'est une procédure administrative, soit en cours de cassation, si c'est une procédure pénale, vous pouvez en rajouter. Donc on peut se retrouver sur des procédures qui mettent à genoux financièrement la personne qui veut se défendre, et qui ne nous permettent pas, en attendant, de retravailler professionnellement dans des conditions satisfaisantes. Alors il y a bien sûr la médiation nationale qui a été actée par Marisol Touraine, hein, qui... mais un seul être avec quelques moyens qu'on connaît... Oui, alors, mais c'est quelqu'un de très bien, donc oui. Nous travaillons de façon extrêmement confiante avec Édouard Couty. Il connaît parfaitement les dossiers, c'est quelqu'un d'honnête et de profondément rigoureux, mais le but du médiateur, quand il fait une médiation pour un collègue qui est censé être harcelé ou maltraité, il n'est pas juge, il n'est pas magistrat, il n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Il est là pour permettre simplement aux professionnels, mais c'est déjà beaucoup, de retravailler dans des conditions normales. Mais vous ne faites pas disparaître les causes qui ont conduit au harcèlement. C'est-à-dire que les personnes maltraitantes ou harceleuses sont toujours en poste. Elles ne sont pas punies, elles ne sont pas pointées du doigt. Et donc, une fois que la personne qui a été harcelée grâce à la médiation a pu être mutée en général dans un service d'un autre hôpital, les personnes qui en sont responsables sont toujours en place et attendent la prochaine proie. Donc on est dans ce système-là où il n'y a pas de répression des actes de maltraitance et de harcèlement, c'est même pire. Il y a un sentiment d'impunité, ce qui fait qu'au fur et à mesure, les personnalités déviantes raffinent leur système. Et ça, c'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal pour tout l'hôpital. On sait qu'on est dans un système où il peut vous arriver des choses, même si vous n'avez strictement rien à vous reprocher. Et c'est ça qui est terrible et qui définit, pour moi en tout cas, un système totalitaire par essence. C'est-à-dire que, et je le redis encore, et ça me coûte de le dire, personne n'est à l'abri de phénomènes de harcèlement. Si à un moment donné, vous avez été pointé du doigt par une personne qui vous en veut pour de mauvaises raisons, eh bien, le système actuel lui permet de vous mettre dans une situation extrêmement difficile, délicate. Que faire? D'abord, supprimer les causes qui sont responsables de ce système. Donc je pense qu'il y a rétablir une gestion de l'hôpital qui met le patient au cœur des préoccupations, c'est-à-dire insister sur le qualitatif et plus le quantitatif, c'est-à-dire être capable d'évaluer les pratiques médicales et que le remboursement liés aux actes effectués dans un hôpital soit pondéré par la qualité de la prise en charge. C'est ce que voudrait introduire Agnès Buzyn l'annonce, c'est ce qu'on lui laissera la possibilité d'agir dans ce sens, je l'espère. Oui, elle a été elle-même touchée personnellement il y a une dizaine d'années lorsqu'elle était professeure dans un grand centre hospitalier parisien, et elle est particulièrement sensible à ce phénomène puisqu'elle en a été la victime elle-même, et qu'elle continue à suivre ce qui se passe également dans son ex-hôpital, puisque il y a des collègues qui sont en situation difficile, et elle a eu le courage
devant la représentation nationale à propos de l'affaire de Grenoble, de dire qu'il y a des phénomènes de maltraitance institutionnelle qui sont en grand nombre à Grenoble et qu'il faut que ça cesse. Donc elle est particulièrement sensible à ces phénomènes. Donc agir pour que les priorités de fonctionnement de l'hôpital public soient tournées vers le patient et pas vers je dirais le management financier exclusivement. Il y a 16 ou 17 propositions que l'on fait. Deuxième, très schématiquement, de se commencer à punir les comportements de harcèlement et de maltraitance. Tolérance zéro, alors que c'est exactement l'inverse actuellement. Et puis, rétablir un équilibre des pouvoirs au sein de l'hôpital entre les personnels soignants qu'on doit écouter, si vous voulez, et puis les personnels administratifs. Il faut bien qu'on se rende compte actuellement qu'on est dans un système où le projet médical est la plupart du temps porté par l'administration, puisque l'administration a tous les pouvoirs. Et donc elle s'arroge le pouvoir de développer un projet médical. Ce n'est pas du tout sa culture, ce n'est pas sa connaissance, et donc ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les hôpitaux, si l'on veut générer de l'activité au profit des patients, c'est des projets qu'il faut mener à 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que quand vous êtes médecin, vous savez quel est l'avenir de votre domaine de spécialité, dans quoi il faut investir. Ce n'est pas la fonction de l'administration de connaître ça. Donc les CME, les représentations médicales des principaux hôpitaux français, ne sont que des chambres d'enregistrement. Donc on leur demande de valider des projets qui sont élaborés à l'agence régionale de santé avec un directeur d'hôpital et un président de CME et un ou deux chefs de pôle, mais sans qu'il y ait eu une démarche préalable de la collectivité médicale. Et c'est pour ça que, alors que l'on est dans une logique comptable depuis des années, l'hôpital public continue de perdre de l'argent, tout simplement parce que, c'est pas à l'administration de mener un projet médical dans un établissement, et deuxièmement parce que vous n'avez plus d'adhésion du personnel. Donc à un moment donné, quand il y a une perte de sens dans tous les corps de métier de l'hôpital public, à un moment donné, vous perdez de l'efficience, vous perdez de l'efficacité. Et donc on continue à perdre de l'argent. Il faut redonner une dynamique aux soins, individuellement et collectivement, redonner voix au chapitre au personnel de soins, et qu'il y ait un équilibre entre la gestion de l'hôpital, certes, il faut essayer de faire le plus possible d'économies, mais sans que ce soit au détriment de la qualité de la prise en charge, au détriment des équipes soignantes et, in fine, au détriment des patients. Merci. Pour vous qui avez fait toute votre carrière à l'hôpital public, oui, c'est motivation. Oui, les démotivations en général. Je veux dire, il suffit d'aller dans n'importe quel établissement, vous discutez avec des collègues, vous discutez avec des personnels de soins, ils n'en peuvent plus. C'est un sentiment général. Alors, bien entendu, ça a été une lente dégradation. Moi, je me rends compte que par rapport à nos conditions d'exercice il y a 30 ans, il y a 20 ans, eh bien, l'outil s'est considérablement détérioré avec ces différents paliers que je vous ai signalés, la T2A, la Vision générale des politiques publiques, et puis la loi HPST qui, in fine, ont mis l'hôpital dans la situation tragique qu'il traverse actuellement, qui explique en très grande partie, ces phénomènes de souffrance. C'est pas que tout d'un coup on a décidé de mettre le focus sur des situations qui ont toujours existé, mais elles étaient en très petit nombre. Là, il y a une multiplication de procédures judiciaires, il y a une multiplication de personnel de soins en grande difficulté pour des raisons de harcèlement et de maltraitance. Il y a des suicides qui continuent. Vous savez, on a parlé de Georges Pompidou avec Jean-Louis Mégnat. Un an après le suicide de Jean-Louis Mégnat, il y a un infirmier qui s'est jeté du 6e étage, toujours à l'époque où Anne Costa dirigeait l'hôpital, qui s'est suicidé. Après le CHU de Grenoble, après le suicide de Laurent Sévêque, un étudiant en santé s'est suicidé. On apprend d'ailleurs récemment que la directrice du CHU de Grenoble est déplacée. On considère que c'est une promotion, elle qui a tellement mal fait lorsqu'elle était à la direction du CHU de Grenoble. Je crois qu'elle doit partir courant juin ou début juillet, a été nommée comme l'une des grandes réformatrices du système de financement de l'hôpital public. Bonnet d'âne.
Voilà, donc on est toujours dans cette logique où même quand on fait mal, quelque part il faut s'en sortir avec les honneurs et être promu. Et puis à Grenoble d'ailleurs, juste après le suicide de Laurent Sellet, comme je vous l'avais dit, un étudiant en santé s'est suicidé, un agent hospitalier a fait une tentative de suicide et un interne a fait une tentative de suicide. Tout ça en quelques mois. Il faut dire, on évoquait les différentes institutions qui sont parties prenantes, on a parlé du médiateur national. Monsieur Couty, vous évoquez le fait que vous apprécieriez que les institutions telles que l'ARS ou d'autres qui sont en charge de ces problématiques-là soient un peu plus investies, j'allais dire. Oui, proactives, mais en fait, on se rend compte que c'est le même système qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'aux agences régionales de santé, ce sont des directeurs d'hôpitaux ou des ex-directeurs d'hôpitaux qui sont souvent en conflit d'intérêts avec les directeurs des établissements. Je prendrai un exemple pour démontrer la situation paradoxale à laquelle on aboutit. Édouard Couty est attaqué par une partie de ses collègues anciens directeurs d'hôpitaux pour avoir rendu public le rapport qui met en cause justement la gouvernance de Grenoble. Et on essaye d'amoindrir ses capacités à régler des situations de médiation en refusant le principe de la médiation. Quand vous êtes directeur général d'établissement et qu'à Nice ou à Bordeaux, vous refusez le principe de la médiation, ces directeurs d'hôpitaux sont en désaccord avec ce que la ministre elle-même a demandé, puisqu'elle a renforcé l'action du médiateur. Et nous, on est monté très récemment au ministère en demandant que le ministre, et la ministre en particulier, se positionne au travers d'une circulaire pour demander à ces directeurs généraux d'établissement de ne pas s'opposer au principe de la médiation, parce que quand ils le font, ils s'opposent à ce qui a été ordonné elle-même par la ministre. Donc vous voyez, on est dans des situations où il y a, et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je pense au sein des directions hospitalières, je pense qu'il y a beaucoup de directeurs d'hôpitaux qui se rendent compte qu'on est dans une logique qui aboutit à affaiblir énormément l'hôpital et qui sont prêts à aller à une réforme qui modifie, je dirais, de façon profonde le fonctionnement de l'hôpital public. Et puis il y en a d'autres qui restent sur leur position, je dirais la branche dure des directions hospitalières et peut-être de certaines ARS qui vont me dire non, directeur d'hôpital a toujours raison, il ne faut pas le remettre en cause, il faut arrêter l'hôpital bashing. Mais c'est eux qui en sont responsables, c'est eux qui en sont les premiers responsables, avec d'autres personnels qui agissent en développant des actes de maltraitance ou de harcèlement. Donc, je veux dire, la partie n'est ni perdue ni gagnée, c'est une partie difficile que l'on fait parce que nous, en tant qu'association, en tant qu'auteur de livres qui dénoncent cet état de fait, on a affaire quand même à un système qui est un système très bureaucratique, très administré, parfois au plus mauvais sens du terme, et que c'est un combat inégal, mais je pense qu'à un moment donné, ce problème est maintenant sur la place publique. Les politiques eux-mêmes se rendent compte que ça fait très mauvaise presse que dans une région, il y a un établissement qui soit pointé du doigt pour des raisons de maltraitance institutionnelle. Et ils ne sont peut-être pas convaincus pour le moment, les politiques, il faut changer, mais ils se rendent compte que la situation dans laquelle ils sont est difficile et les met en difficulté. Peut-être que ça va être le premier pas qu'ils vont franchir dans la raison pour se dire finalement, il faut peut-être réformer en profondeur le système de santé. Et nous, en tant que politique, on a une responsabilité. D'abord, on a une responsabilité parce qu'on a laissé dériver le système. Et maintenant, notre responsabilité, c'est d'introduire les correctifs pour redonner toute sa force et sa vigueur au système hospitalier public. La médiatisation, a quand même, je reviens là-dessus, au travers entre autres de documentaires sur le tel passeur d'alerte. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça fait du bien parce que ça alerte, ça met des situations concrètes en évidence, qui sont des situations épouvantables, dramatiques, inhumaines. Et quand on sait que ces situations se comptent par centaines et par milliers, on se dit mais on a une responsabilité en tant que citoyen, ayant la connaissance de ce qui se passe, et il se passe souvent des choses graves, de se dire que le fait de ne pas alerter l'opinion, veut dire qu'à un certain moment, on cautionne. Et nous ne voulons plus cautionner ce système. L'accompagnement, alors c'est un aspect très important auquel j'attache beaucoup
d'importance également personnellement, puisque je m'investis également beaucoup dans l'approfondissement de ces dossiers. Donc bon, il y a un site de l'association sur lequel se mettent les collègues, ils peuvent nous contacter. Il y a une fiche qui permet déjà de lister les principaux items susceptibles de rentrer dans le cadre du harcèlement, de la maltraitance. Et ensuite, il y a un entretien individuel fait par des membres du bureau. Moi, j'y consacre également beaucoup de temps en fin d'après-midi ou les week-ends à voir les personnes, parce que je pense que le contact humain est très important, de s'investir dans ces affaires qui sont souvent des affaires qui traînent depuis des années et des années. On constitue un dossier, alors bien entendu, on ne peut pas se substituer ni au magistrat, enfin ni à un procureur, ni à un juge, mais on demande également des témoignages, des éléments de dossier. Et d'ailleurs, beaucoup de ces dossiers sont des dossiers qui sont déjà entre les mains de la justice pour des procédures pénales ou administratives. Donc on conseille, on oriente éventuellement vers le médiateur national les affaires que l'on considère les plus graves, car elles mettent éventuellement en péril la santé, voire la vie de la personne concernée. Donc ça nous est arrivé. Donc ça vraiment, bien entendu, et c'est toujours notre hantise qu'il y ait des passages à l'acte de personnes qui ont contacté l'association. Et donc on a une ligne qui est une ligne, je dirais, H24, et on dit souvent au personnel maltraité, voilà nos coordonnées, voilà mes coordonnées, vous ne dérangez jamais, quelle que soit l'heure. On essaye d'éviter, et on fait tout pour éviter que la personne se sente isolée et se sente acculée jusqu'au point de passer à l'acte. Donc ça, c'est un élément très important. Donc il y a le conseil, il y a vis-à-vis de une fois que qu'on s'est investi dans le dossier, on conseille la personne, il y a des relations humaines qui s'établissent, on suit le dossier, les procédures, on conseille le collègue, on transmet aux médiations. Oui, il y a bien entendu un certain nombre d'avocats qui sont très proches de l'association. Mais on se rend compte que, vu la multiplication des dossiers, il y a un vrai problème parce que il faut être, quand on est avocat, prêt à défendre des collègues harcelés ou harcelés, eh bien c'est lourd parce qu'il faut connaître le droit public, il faut connaître le monde de l'hôpital public, et il n'y a pas tant de cabinets d'avocats ou d'avocats qui ont ce niveau de compétence. Donc ceux qui l'ont sont obligés de refuser des dossiers parce qu'ils en ont trop. Et un certain nombre d'avocats qui ne sont pas spécialisés, parfois orientent mal les collègues. Donc on essaye de les mettre en situation de se défendre le plus efficacement possible. Il y a la médiatisation qui est également à utiliser avec parcimonie, parce que il faut le faire de façon intelligente. Des affaires qui sont encore en cours. Surtout quand des affaires en cours et qui parfois mettent en jeu la prise en charge des patients, il faut le dénoncer, parce que là, c'est notre responsabilité en tant que médecin de pointer du doigt les situations de harcèlement qui aboutissent à mettre en danger les patients. Et ça, on essaie de le faire, et la médiatisation est importante. Et puis, on souligne et on signale également des cas, également de temps en temps au ministère, quand ça nous paraît des cas qui nécessitent d'alerter le cabinet de la ministre. Vous savez, il y a des affaires qui sont des affaires terribles où on a le sentiment on se dit, mais ces affaires-là, elles n'auraient dû jamais arriver jusque-là. On est persuadé que 2-3 coups de fil auraient suffi. Toujours est-il qu'il faut avoir envie de les résoudre. L'application simplement d'une décision de justice. Voilà. On s'est rendu compte que des affaires qui traînaient parfois depuis 5 à 10 ans, avec 2 coups de fil du médiateur, sont réglées. Parce que le médiateur, avec l'autorité qu'il a, permet de résoudre des situations sans forcément aller à la médiation, simplement en passant 2 ou 3 coups de fil. On va dire parfois le côté odieux du système, de se dire, mais il y a vraiment la volonté de mettre au fond du trou ces personnes, de les empêcher de travailler correctement. Et d'ailleurs, beaucoup de psychopathologistes du travail disent que ce qui se passe à l'hôpital public, c'est une pathologie de l'empêchement. C'est-à-dire qu'on sait, ces personnels savent ce qu'il faudrait faire pour bien prendre en charge les patients, on les empêche de travailler comme ils le devraient. Dernière question. Oui. Vous pensez quoi de la cotation des hôpitaux en France ? Alors, je pense qu'elle a beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'elle a beaucoup de progrès à faire parce que je ne connais pas bien la méthodologie, mais on est parfois très surpris d'observer des classements qui
correspondent pas forcément aux informations que l'on a sur la prise en charge. Donc c'est très hétérogène. Je pense que c'est devenu un objectif de vente pour beaucoup de quotidiens et d'hebdomadaires, mais que bon. Les patients sont pas dupes. Non, je pense que les patients sont pas dupes. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait un classement effectué méthodologiquement de façon nationale, et c'est pour ça que l'une des propositions que l'on fait, que l'on trouve dans le livre, c'est de noter les directions hospitalières, non seulement sur le plan financier, mais également sur leur responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, qui consiste à savoir quel a été le comportement d'une direction hospitalière en termes de gouvernance et en termes de dialogue social. Et donc beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises saines demandent à des organismes dont c'est le savoir-faire de dire dites-nous si on fait bien ou pas lorsqu'on agit de telle ou telle façon vis-à-vis du personnel. Des changements Voilà, et nous on a demandé justement que c'est l'une des propositions que l'on fait, que ce soit le ministère lui-même qui établisse en étroite collaboration avec des sociétés dont c'est le savoir-faire, pour noter de façon nationale et de façon indiscutable, objective, avec une méthodologie parfaitement rodée qui permet de dire certes, ce directeur d'hôpital a mis son hôpital dans le vert, mais à quel prix sur le plan des gaz humains, alors qu'un autre directeur hospitalier a peut-être un résultat financier moins bon, mais son hôpital, ça se passe vraiment très bien, ça se passe bien pour le personnel, et ça se passe bien également pour les patients. Donc moi j'ai tendance à considérer que le problème financier n'en est pas un, que quand il y a des relations sociales normales dans un hôpital, eh bien le personnel se dévoue à fond, et forcément ça doit se traduire à un moment donné par un équilibre financier de l'hôpital. Le professeur Jean-Louis Ménier a mérité ce combat. Oui, et d'ailleurs, je pense que l'une de nos préoccupations, c'est de faire en sorte que Jean-Louis Ménier ne soit pas mort pour rien. Et ne soit pas mort pour rien, c'est que le système évolue de façon positive, et là, on aura le sentiment que notre collègue Jean-Louis Ménier n'est pas mort pour rien. Pour le moment, nous nous battons et nous essayons de faire évoluer le système et de faire en sorte que Jean-Louis Ménier ne soit pas mort pour rien.